Alors, au début, la logique, elle est simple. C'est qu'on se rend compte que sur Brut officiel, il y a beaucoup de vues qui se font à partir du continent. D'Algérie, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Et que quand on fait des vidéos sur ces pays-là, ça marche vachement bien. Et ça, c'est une logique qui a été appliquée aussi aux US. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en créant du contenu américain, il y avait pas mal de vues qui venaient des États-Unis. Et donc, la plupart du temps, quand Brut lance des verticales, généralement, c'est fondé. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Abi Niakaté, journaliste et rédactrice en chef du média Brut Afrique. Abi, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. C'est un vrai plaisir de t'avoir. C'est la première fois qu'on va, alors non pas parler de Brut, parce que Brut, bon, c'est un média quand même un petit peu connu, donc on a eu l'occasion de l'évoquer, mais en tout cas de recevoir quelqu'un de Brut et donc de cette verticale Brut Afrique. Alors peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être sur toi un peu ton profil. Tu es journaliste et passé notamment chez Jeune Afrique, Le Monde et à la télé, un peu de télé chez Canal+. Exactement. Où tu as été rédactrice en chef d'une émission appelée Le Cœur des femmes, CHOEUR, joli jeu de mots. C'est quoi les 2-3 enseignements que tu as tirés de ce parcours, de ces différentes expériences ? Alors, le premier enseignement, peut-être un peu banal, mais j'ai tiré le fait que fallait jamais avoir peur de sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai commencé par la presse écrite. Donc j'étais en CDI, tranquille à Paris, etc. J'ai quitté mon CDI, je suis partie m'installer à Abidjan, qui est pas du tout mon pays d'origine, du tout. Ouais, tu es franco-malienne. Moi, je suis franco-malienne, donc du coup, je suis allée m'installer. J'ai quitté mon CDI, je suis allée m'installer à Abidjan. Pourquoi, pardon, c'était une opportunité pro ou perso ? Non. Même pas, c'est parce que, bon, au bout d'un moment, la presse écrite, je sentais quand même pas que c'était la fin, mais je sentais que ça devenait un peu moins excitant, qu'il y avait moins de challenge. Et après, j'avais découvert, grâce à Jeune Afrique, la Côte d'Ivoire, qui est un pays sur lequel j'ai flashé, que j'ai beaucoup aimé, et je me suis dit, j'aimerais bien y vivre. Après, je suis d'origine africaine aussi, donc mais je suis née en France, j'ai vécu à Paris, etc. Donc je me disais, j'aimerais bien aller y vivre quand même. Et puis c'était à l'époque où il y avait tout ce vent d'afro-optimisme, comme on l'appelait, etc. Et j'avais envie d'aller découvrir c'est quoi vivre à temps plein sur un continent que tu couvres politiquement, où tu passes des semaines, parfois des mois, mais que tu connais pas véritablement. De l'intérieur. Donc du coup, j'ai quitté, je suis partie. Après, là, j'étais tranquille. Donc du coup, je me suis lancée dans la pige au Monde. C'est un autre game. Parce qu'être journaliste pigiste, c'est à ce moment-là que je découvre aussi. Un peu, l'indépendance. Moins de visibilité. Exactement. Beaucoup moins de confort. Donc. Beaucoup moins de confort. Est-ce que tu vas faire tes fins de mois ? Parfois, le lien avec les rédactions parisiennes quand t'es loin. Et après ça, je quitte ça aussi. Je me lance dans la production audiovisuelle. Parce que je sens qu'à ce moment-là, il y a tous les bruts, les AG+, etc., qui sont en train de se créer, Naovis, etc. Et je me dis, faut qu'on lance ça en Afrique. Et donc, je lance ma boîte de prod, je me dis, je vais faire ça. Je me rends compte que l'entrepreneuriat, quand t'as personne derrière, c'est compliqué. Ouais. Mais ça m'ouvre des portes. Et donc là, je vais à la télé. Donc, en fait, à chaque fois, j'explore des pistes. C'est pas que je me sens pas enracinée quelque part, mais c'est juste que je me dis qu'on fait un des métiers les plus beaux au monde et qu'il y a plein de passerelles et qu'il faut jamais s'interdire quoi que ce soit. Donc moi je passe, et aujourd'hui je suis dans la production, je fais dans un média, un pure player qui fait que de la vidéo. Peut-être que demain je ferai autre chose, mais je me sens pas les carrières où on faisait 30 ans dans une rédaction. Case, presse écrite, etc. Ouais. Où tu faisais 30 ans, 40 ans dans une rédac et tout ça. Ça te fait pas rêver, ça. Non, du tout. Je fais pas partie du tout de cette génération-là. Ouais, non, mais et c'est bien. Donc, un peu entrepreneuse quand même dans l'âme, journaliste et entrepreneur. Ouais. En tout cas, entreprendre ou une espèce
d'intrapreneuriat, là, ce que tu fais Exactement. chez Brut Afrique, on va le voir en tout cas. C'est vrai que c'est un mix des deux. C'est un mix des deux. Ouais. Quelque part, je pense que tu as un peu de liberté. Justement, la carte d'identité, quand est-ce que Brut s'est lancé Brut Afrique, donc quand est-ce que ça s'est lancé sur le continent africain? T'étais là dès le départ? Ouais, en fait, moi, j'étais là dès le départ. Donc, j'étais On à est venu te Abidjan. chercher là-dessus? Non, T'étais à Abidjan, quoi? non, j'étais à Abidjan. Et comme je t'ai dit, déjà dans ma tête, Je sentais qu'il y avait un truc. qu'il y avait un truc à faire. Et donc, non, j'étais à Abidjan. J'étais en train de diriger cette émission qui s'appelait Le Cœur des femmes, etc. Et je sens que, enfin, on me dit, voilà, il y a Brut qui pense aller en Afrique, etc. Blablabla, avec des contacts, avec des amis. J'arrive à savoir qui s'en occupe. C'est pour moi, je veux absolument. Voilà, et là je lui dis non mais c'est impossible que ce job m'échappe quoi. Et donc du coup j'ai écrit tout simplement à la RH, je me souviens qu'elle s'appelait Marcella. Je lui ai écrit, je lui ai dit ouais, j'ai envoyé mon CV, je lui ai dit que je voulais faire ça, etc. Et bingo. Et ensuite j'ai fait tout le process de recrutement, proposer une ligne éditoriale, etc., etc. Et c'est marrant parce que ensuite je me suis rendu compte en regardant dans mon LinkedIn qu'il y a genre 4-5 ans, j'avais écrit au big boss à Guillaume Lacroix. Ouais, Guillaume. Ouais, en lui disant, j'ai retrouvé le message, en lui disant, il faut absolument que vous vous lanciez en Afrique, etc. Il le sait pas, ça sûrement, mais j'ai retrouvé Vous voyez dans ses messages, mais toi, tu sais que mais moi, je sais que j'y avais pensé. Et donc là, je me suis dit, non, mais ce job, il est à moi. Et donc, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Voilà, c'était il y a 2 ans. Et on a lancé, j'ai quitté Abidjan. Je me suis réinstallée à Paris. Et après, on a lancé il y a 2 ans. Et ça va, retour à Paris, au bout de 2 ans, Ben, en fait, oui, c'était bien Abidjan. Abidjan, c'était génial. C'est ma ville. Parfois, on a des villes de cœur comme ça. Moi, c'est pour Abidjan. Voilà, j'ai un coup de cœur pour Abidjan. Beaucoup de gens pensent que je suis ivoirienne alors que je le suis pas du tout. Mais c'est un pays que j'aime beaucoup, où je vais très souvent. Ouais. Coup de cœur absolu. Le retour à Paris, ça m'a fait du bien. Parce que tu retrouves la famille. Ouais. Après, je suis née ici, c'est mon pays. Bien sûr, c'est mon pays. Retour à la maison. Voilà, c'est retour à la maison, c'est chez moi. Donc, il n'y a pas de... Non, je me sens plutôt bien là. Bon, top. Et donc, tu reviens Brut Afrique. C'est quoi l'idée à la base? Alors, bon, j'imagine que c'est simple, c'est de dire on va chercher des nouvelles audiences. Tu peux un peu raconter le lancement du projet, surtout que c'est pas Brut Afrique à l'époque, c'est pas le Brut Afrique d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, non. Il y a eu notamment des chaînes qui ont été lancées par pays. Tu peux nous raconter un peu le début du projet? Alors, au début, la logique, elle est simple. C'est que, en fait, on se rend compte que sur Brut officiel, donc Brut France, il y a beaucoup de vues qui se font à partir du continent. Ouais. D'Algérie, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du bassin francophone. Genre vraiment significatif dès le départ. Il y a pas mal de... Et que quand on fait des vidéos sur ces pays-là, ça marche vachement bien. Et ça, c'est une logique qui a été appliquée aussi aux US, où la verticale Brut America, Brut India, par exemple, existait avant nous. Et c'est les mêmes logiques qui ont poussé à la création de ces verticales-là. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en créant du contenu américain, il y avait pas mal de vues qui venaient des États-Unis. En créant du contenu aux États-Unis sur des problématiques indiennes, il y avait pas mal d'Indiens, etc. Et donc, la plupart du temps, quand Brut lance des verticales, généralement, c'est fondé. Oui, c'est que tu as déjà un bassin d'audience. Tu as un bassin d'audience. Tu sens quand même qu'il y a quelque chose. Exactement. Et mine de rien, malgré tout ce qui politiquement aujourd'hui se dit sur la relation France-Afrique, etc., il y a des liens. Ouais. Il y a des liens, il y a des diasporas. Ils se tendent, mais il y a des liens. Moi, j'ai... Avec la langue, déjà. La langue, les familles, ne serait-ce que... les voyages, la diaspora, etc. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de vues de ces pays-là. Et ils se sont dit, mais il y a un potentiel de malade. Donc, du coup, il faut lancer. Mais après, comment est-ce qu'on lance? Est-ce que on se dit qu'on fait un Brut Afrique comme Jeune Afrique, comme Le Monde Afrique, comme Le Point Afrique, etc. C'est pas forcément dans l'ADN de Brut, qui généralement crée des pages par pays. Oui. Et c'est dans son ADN, en tout cas. Ou est-ce qu'on lance un truc panafricain? Donc au début, on s'est dit, il faut quand même connaître les pays. Quels sont les... T'as des spécificités. Parce que t'as le risque, moi, vu de l'extérieur, c'est de se dire, voilà, l'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent. Exactement. Plein de pays hyper différents, des histoires, et tu peux tomber dans le truc un peu cliché de se dire, voilà, encore... C'est exactement ça. On s'est dit, bon, c'est plein de clichés. En plus, il y a plein de médias qui font ça et tout. Donc du coup, on va lancer des trucs par pays, dans les pays qu'on connaît bien, où on sait qu'il y a des journalistes avec qui on a déjà bossé, où on sait qu'il y a un potentiel de vues. Donc, du coup, on s'est dit, et d'annonceurs, et où c'est facile de travailler. Parce qu'il y a aussi ça.
Il y a des pays où avoir un journaliste sur le terrain, il faut des autorisations, etc. Ouais, C'est chaud, quoi. Donc du coup, on s'est dit bon, Côte d'Ivoire parce que voilà, c'est la locomotive, voilà. Côte d'Ivoire, Maroc, Tunisie et Sénégal. On va lancer, on voit ce que ça donne. Ballon d'essai. Et c'est ce que Brut a toujours fait en lançant des trucs. De toute façon, tu perds rien. Tu crées une page, tu lances. Et tu vois, tu produis du contenu, ça te coûte un peu de contenu, mais très vite, tu vois si ça part ou pas. Exactement. Donc, on a lancé ça. C'était ça le truc. Et après, à la pratique, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs que tu n'avais pas prévus qui arrivent. Alors, parce que l'Afrique, c'est quand même un continent très spécifique. On est très différent quand même de l'Europe. C'est-à-dire que, par exemple, quand t'es Camerounais, t'aimes bien savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand t'es Ivoirien, t'aimes bien savoir ce qui se passe en RDC. Ouais. Parce que même s'il y a 54 pays, il y a ce truc panafricain qui est lié à notre histoire commune, à l'histoire du continent, qui fait que on a des liens, on a des plaisanteries entre pays, etc. C'est pas pareil que par exemple en Europe où, enfin moi je suis française aussi et je sais que franchement l'actu italienne, bon parfois tu vois, quand je vois ce que tu veux dire. En tout cas ça peut sur certains, par exemple la Belgique et encore peut-être les Belges plus de ce qui se passe en France et encore tu vois et encore dans ces pays-là, tu vois, le mec qui, je sais pas, moi, en Grèce. Enfin, ouais, on va être très honnête, à part un peu la politique Europe ou économique, c'est un risque très peu. C'est... Très, très peu. Alors qu'en Afrique, ce que fait Paul Biya, en tant qu'Ivoirien, ça les intéresse. Donc, du coup, on s'est retrouvés, on s'est dit, peut-être qu'on avait un point de vue un peu diaspora, au final, un peu francophone, un peu français, sur le fait de, oui, l'Afrique, c'est pas un pays, etc. Parce qu'il y a des liens. Et les gens nous le disaient. Ils nous écrivaient, mais il n'y a pas de Brut Cameroun. Ouais, et puis c'est un peu con quelque part, parce que si ça t'intéresse le contenu, mais que la page, elle n'est pas ton pays. Exactement. Tu vas pas forcément t'abonner. Non, déjà, ça peut faire un peu chier, tu vois. Non, bah voilà, j'ai pas le droit à ma chaîne. Et, exactement. Les Algériens nous disaient, ouais, mais pourquoi il n'y a pas de Brut Algérie, hein, Brut Maroc? Donc, ouais, donc en fait, tu te prends ça un peu de partout. Partout. Et puis quand il y avait la CAN, par exemple, et là, on se dit, purée, on va couvrir que 4 pays, c'est pas possible. Si par exemple, ça posait trop de questions. Et puis après, on a eu un gros phénomène, c'est-à-dire tous les pirates qui créaient leur page. On a eu des Bruts Tchad, des Bruts Gabon, des Bruts Guinée, des gens qui se levaient, qui créaient leur page parce qu'ils pensaient que c'était un peu open bar, tu vois, et qui balançaient notre contenu. Ah ouais, donc ils reprenaient vos comptes et qui monétisaient ou même pas. Et qui monétisaient parfois, je ne sais pas. Mais ils download, tu vois. Donc avec votre charte, vos contenus. Tout. Ouais. Donc on s'est retrouvés à un moment, il y avait une 30aine de pages. Et ça, quand même, les plateformes, tu peux quand même gérer. C'est ce qu'on a fait. Mais c'est épuisant. Oui. C'est épuisant. Parce que puis en fait, après, tu contrôles plus le contenu. Ça devient. Il y a des gens, tu vas les appeler pour leur dire est-ce que vous pouvez supprimer la page? Parce que les plateformes mettent un peu de temps parfois. Oui, et puis en fait, il peut le recréer très vite derrière. Exactement, et ils le font. Donc, tu avais ça sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, et c'est devenu ingérable. D'accord. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Donc, tu avais ces deux paramètres, et le troisième, qui est beaucoup plus pragmatique, qui est celui des annonceurs, où t'as pas mal... On est un continent qui économiquement est fait de marchés qui sont très fragmentés. La Côte d'Ivoire, par exemple, c'est 26 millions d'habitants, 26, 27. En comparaison, la France, c'est 70 millions. La Tunisie, c'est beaucoup moins. Voilà. Donc, on a des petits marchés fragmentés. Et donc, très souvent, les annonceurs, on est logique des stratégies de communication qui sont panafricaines. Ouais. Qui sont dans plusieurs pays. Donc tu te retrouves face à des partenaires avec qui on bosse, puisque on parlera peut-être du modèle économique tout à l'heure, mais qui nous disent, moi je veux bien communiquer en Côte d'Ivoire, mais je veux aussi communiquer au Congo. Ouais. Donc comment on fait? Ouais, donc t'as ça aussi. Et j'imagine après, sinon c'est plus de petits annonceurs, mais tu multiplies les deals. Parce que voilà, il y a quelqu'un qui au Maroc veut annoncer qu'au Maroc. Mais donc voilà, c'est alors que quand tu es plus de boulot, plus de petits deals. Exactement, plus de choses fragmentées qui rendent la gestion quotidienne un peu plus compliquée. Alors que quand tu es dans une plateforme comme Facebook aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir une page globale qui te permet d'être massif, mais de pousser du contenu dans certains territoires tout en gardant, t'es beaucoup plus flexible, tout en gardant la masse d'audience à un seul endroit. Mais tu peux sponsoriser dans certains endroits, communiquer, etc. Donc ça nous facilitait vachement la gestion, ça évitait le plagiat.
Et ça tout ce qui n'est pas ouais. Brut Afrique par pays, en fait, par défaut, n'existe pas. Ah, maintenant, ça n'existe pas maintenant, au moins, c'est clair. Ouais, voilà. S'il y a une page pays en Afrique qui se crée pour le moment, c'est que c'est pas nous. Et vous avez pu donc fusionner. Quand est-ce que ça a été fait là En juin. En juin là, en juin, cette année, il y a quelques mois. Ouais, et donc vous avez réussi à fusionner sur toutes les plateformes en une page unique. Exactement. Et t'as des bons retours. T'as des gens qui sont peut-être un peu déçus de plus avoir du contenu que de leur pays. Si, t'as des gens qui sont déçus. Hein. Faut être honnête, on a des gens, surtout plutôt au Maghreb, parce que c'est vrai que même si le continent, il y a une unité dont je parlais tout à l'heure, il y a quand même une différence entre le marché, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. Quand même des différences entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Donc au début, il y avait des gens qui étaient pas très contents. Surtout en Tunisie, je me souviens. Maroc, un peu moins, parce que c'est vrai qu'il y a un rapport à l'Afrique subsaharienne et une politique depuis plusieurs années du roi de retour vers l'Afrique subsaharienne qui est importante, qui n'étaient pas contents parce qu'il y avait moins de contenu au quotidien sur leur pays, etc. Ouais. Mais après, c'est un choix que j'assume parce que il faut avancer, quoi. Oui, exactement. Il faut avancer, il faut choisir. Il y a suffisamment de choses positives là-dessus. Donc la cible, c'est qui? Brut Afrique, ça vise qui? Les 15-35 ans. Les 15-35 ans. En priorité sur le continent. On a de la diaspora, elle nous intéresse, etc. Mais c'est vrai que d'abord, c'est les jeunes qui sont sur le continent. Aujourd'hui, 70% de l'audience, c'est sur le continent. D'accord. Et donc ça, c'est un truc qui me conforte dans la stratégie. Mais c'est d'abord sur le continent. On veut pas faire un média de diaspora, on l'est pas. Oui, parce que ça pourrait être tentant de se dire... non. Non, c'est pas du tout notre cible number one. Donc ça veut dire que et ça, les annonceurs l'ont bien compris. Ouais. Tu nous ça, on en parlera après. Donc c'est ok, les 18-35 ans, 15-35 ans. Après, ça veut pas dire que il y a pas de gens qui ont 40 ans. Bien sûr. Mais le cœur de cible. Merci, j'ai le droit de regarder aussi. Le cœur de cible, les gens qui nous intéressent d'abord, c'est les 15-35 ans en Afrique. Ok. Voilà. C'est un média français disponible avec des sous-titres français. Pas de Wolof, pas de Bambara, c'est du français. C'est dans cette volonté justement d'unité un peu ou Exactement. Après, on a on s'est rendu compte aussi que les langues jouaient vachement sur le reach, ce qu'on appelle dans le reach, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'on va atteindre. Et très souvent, c'est vrai que on a du contenu en Wolof, en arabe, etc. Mais du coup, le reach est un peu plus bas. Parce que du coup, il y a pas mal de gens, et pareil en anglais, hein. Donc, quand c'est des contenus en anglais, quand c'est pas en français, on s'est rendu compte, et ça c'est de la data, c'est un fait, qu'il y avait quand même un peu moins de gens qui regardaient. Ok. Voilà. Donc du coup, on est pragmatique encore une fois. Il y a une langue pour le moment, qui est le français et que beaucoup de gens utilisent et qui nous permet d'atteindre plus de gens. Ok. Donc pour l'instant, on utilise. Ça fonctionne. Et puis de toute façon, comme tu l'as dit, c'est très jeune encore, hein, comme média, donc tu verras un peu comment tout ça évolue. Toujours sur la carte d'identité, c'est quoi les KPI de Brut Afrique? Qu'est-ce qu'on attend de toi ou qu'est-ce que toi tu attends et que tu regardes particulièrement? Alors j'imagine c'est aussi vis-à-vis des annonceurs notamment. Ben au début on avait comme Brut fait énormément de vues par mois, je sais plus combien c'est d'ailleurs. Quand je suis arrivée, pour être tout à fait transparente, il fallait que je fasse au moins 40 millions de vues par mois. D'accord. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais on était sur les 4 pays et on était que sur Facebook et Instagram. Donc là, je te parle que de Facebook et Instagram. Ouais. Donc au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh! C'est gros challenge. Gros challenge. Et mais en fait, on les a très vite atteints. Et maintenant, on est au-delà parce qu'on est sur plus de plateformes. On est sur Snapchat, on est sur TikTok, etc. Donc moi, je regarde le nombre de vues. Ouais. Je regarde le reach, effectivement. Je regarde aussi le nombre de pays où tu vois, par exemple, quand on a changé de stratégie en juin, je me suis dit, il y a des gros pays, des gros bassins d'audience où il va falloir se développer assez rapidement, genre le Congo, Kinshasa et le Cameroun. Donc, je regarde vachement maintenant les chiffres en fait, c'est un jeu par pays. Je regarde les chiffres par pays où on veut aller et les chiffres où on est déjà présent. Pour pas perdre de gens où on est et se développer à la fois dans les nouveaux pays. Donc je regarde vachement les pays en fait, où ça prend, où ça prend pas. Pourquoi? Pour des choix édito, pour des choix business? T'es un peu impliquée dans le business en tant que rédactrice en chef. Oui, t'as aussi un peu cette casquette-là. Donc c'est aussi pour le business. Pourquoi c'est important d'être fort au Congo? Enfin, vous l'êtes là en l'occurrence Parce que le Congo aujourd'hui c'est quasiment c'est le 2e ou 3e pays le plus peuplé du continent.
après le Nigeria et l'Égypte. Donc du coup, c'est un pays où aujourd'hui, quand t'as une stratégie médiatique, tu peux pas y échapper. Et si tu veux avoir de l'influence pesée, c'est comme au Nigeria et en Égypte, c'est-à-dire que tu changes d'échelle. Tout à l'heure, je parlais de petits pays fragmentés. Ouais. Là, c'est direct les pays où tu vas dans des sphères beaucoup plus importantes en termes de population. Et donc, stratégiquement, c'est important pour moi de me développer dans ce genre de pays. D'accord. Ouais, parce que c'est une question effectivement de vues, de chiffres, d'audience, etc. Et on va pas Et donc de pouvoir dire à un annonceur derrière, Exactement. On est fort au Congo, et en fait ça, tu coches ça. Si tu le coches pas, t'existes pas, ou t'as un trou dans la raquette. C'est même pas que ça existe pas, mais faut être pragmatique. On crée un média parce que on veut se développer dans plein de pays sur le continent, avoir de l'influence dans ces pays-là. Et oui, on va pas rester dans notre coin, etc. C'est des challenges. Peut-être que l'année prochaine, on aura un autre challenge, c'est-à-dire se développer dans, je sais pas moi, l'Afrique anglophone, etc. Mais pour l'instant, on a des gros pays comme ça, comme le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, etc., où il faut qu'on augmente notre nombre de vues et d'audience, etc., parce que oui, c'est la solidité du média, c'est ce qui fait que tu as une certaine réputation, effectivement, qui fait tourner tout le reste, quoi. Ouais. Le nombre d'abonnés, c'est quelque chose que tu regardes ? Je le regarde, mais c'est pas le truc le plus pertinent pour moi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, et je pense que tu dois le savoir, c'est facile d'avoir beaucoup d'abonnés. Il suffit de payer. Oui, ça s'achète. Voilà. Tu peux l'acheter. Et c'est pas pour autant qu'ils vont regarder tes vidéos. Exactement. Aujourd'hui, nous, on a été lancé il y a 2 ans dans une période où beaucoup de médias ont arrêté de faire ça. Mais au début des réseaux sociaux, il y a plein de médias qui ont acheté. C'était le grand jeu. C'était le grand jeu. Et avec tout et n'importe quoi au début. Exactement. Et pour le coup, on pouvait aller acheter justement des médias français, aller acheter des abonnés. Voilà, et au Maghreb, et en Inde, etc. Au Pakistan. Non, mais il y avait vraiment tout et n'importe quoi, effectivement. Donc, nous, on est arrivé après ça. Ouais. On est aujourd'hui dans une phase où j'ai un pote souvent, Moulay, qui dit la visibilité, le nombre d'abonnés, c'est du vent. Mais c'est vrai. Ouais. Parce que c'est bien pour la com d'avoir des abonnés, etc. Mais tu verras que très souvent, même si Brut parle de son nombre d'abonnés, etc., il va te parler du nombre de vues. Parce qu'en fait, c'est ça qui pèse. C'est le reach, quoi. C'est à quel point ta marque a été le média et donc derrière la marque. À quel point les gens regardent au quotidien, mensuellement, de manière hebdomadaire tes vidéos. À quel point tu rentres dans leur téléphone, dans leur vie, au final. Ouais, bien sûr. Et c'est ça l'impact. L'impact, c'est les vues. L'exposition, quoi, les vues. Ouais. Le nombre d'abonnés, franchement, demain, on peut acheter des abonnés, on sera, je sais pas combien, mais c'est pas important. T'en as pas acheté d'abonnés, toi? Non. Heureusement. Franchement, ça ne sert à rien. De toute façon, ça mais ne sert à rien. Mais vraiment, ça ne sert à rien. Non. Et t'as des objectifs de rentabilité? De rentabilité, oui, parce que, et je trouve ça plutôt bien. Parce que au début, je te disais, il y a 4-5 ans, quand je me suis dit, je vais lancer mon truc et tout, parce que au début, j'ai fait, bon, vas-y, on investit, quitte à mettre un peu de mon fric perso et tout ça. Et puis après, tu monétiseras la plateforme, c'est pas grave. Quand tu auras de l'audience. Quand tu auras de l'audience. Ça, c'était la stratégie un peu d'avant, tu vois. De plein de gens. De médias, de Brut aussi. De Brut aussi au début. Bien sûr. Mais tu te rends compte que c'est limité. Ouais. Et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de médias qui meurent après 3 ans. Oui, puis... Parce que le business model marche pas. Et aujourd'hui, je refais ça avec effectivement un objectif de rentabilité dans une boîte, comme on le disait en off tout à l'heure, qui a effectivement 5-6 ans, donc qui est un peu plus mature que moi, qui est une petite filiale dedans, mais qui, elle, a des objectifs de rentabilité parce qu'elle a levé de l'argent, etc. Et donc, chacune des verticales, chez nous, a effectivement un objectif de rentabilité. Ok. Voilà. Et ça se concrétise par... toi, au quotidien, quand tu lances, tu dois un peu mettre ça dans un business plan où tu regardes ce que tu t'as rapporté. T'as un petit PNL, enfin un petit business plan sur ta verticale. J'ai pas un business plan, mais j'ai des objectifs par trimestre. Qui permettent de savoir que t'es rentable et qui permettent de savoir... nécessiteront peut-être des ajustements, après, ressources, production. Exactement. Il y a et puis, il y a des grands rendez-vous. Par exemple, là, la Cannes arrive, je sais que ça va me coûter du fric. Ouais, ça, en termes de contenu, tu vas devoir produire. En termes de contenu, en termes de voyage, en termes d'hôtel, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment pas ça. Moi, j'ai été journaliste longtemps. Après, j'ai été head chef chez Canal, etc., comme on le disait tout à l'heure. Donc, je sais que la production de contenu, ça coûte cher. Ouais. Et donc, t'as bien cette dimension financière en tête. Je l'ai parce que ça veut pas dire qu'elle drive mon contenu, mais ça veut dire que tous les mois, je fais des choix. Ouais. Et je trouve ça plutôt sain
plutôt que de me dire bah vas-y dépense ce que tu veux et puis après dans 2 ans on va se dire bah en fait cocotte C'est bien. c'est fini. Ouais, c'est ça. Voilà, tu vois. Donc t'es là pour durer. Bah, j'espère. Pour le moment, bien J'espère, sûr. mais on fait tout pour. En fait, en tout cas, on n'avance pas à l'aveugle. Non. Ouais, ça c'est plutôt bien. Ouais. On en a parlé un peu, les canaux de monétisation principaux Ouais. de Brut Afrique. Alors, on a le brand content, évidemment. C'est-à-dire qu'on fait des vidéos avec des partenaires, des marques, pour lesquelles on fait par exemple, ça peut être typiquement une grosse marque de téléphonie qui s'est diversifiée en créant du contenu en soutenant des startups et qui va vouloir qu'on mette la lumière sur ces startups, typiquement, mais qui n'a pas le savoir-faire pour et qui nous dit, bah, nous, mettez bien en valeur les entrepreneurs, etc. Donc ça, c'est le brand content. C'est ce qu'on fait. Ouais. C'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Ensuite, on a évidemment t'as les plateformes qui monétisent un peu. Ouais. Facebook, TikTok, YouTube. À TikTok, pour l'instant, nous, non. Parce que TikTok monétise pas énormément les médias. Ouais, non, j'avoue que je suis pas mais ça. Mais je crois que ça vient. Vous avez commencé exactement. Ouais, je crois que ça vient. Donc il y a ça. C'est en cours en tout cas. Donc ça. Mais sur ça les viendra. autres plateformes, oui. Ouais, t'as un peu de monétisation là, t'as un peu de monétisation sur Snapchat. Voilà, c'est surtout ça. Hein. Ok. Ouais, c'est surtout ça les 2 trucs. Pas de pub, début de vidéo, fin de vidéo, ça c'est un truc que vous avez jamais fait? Ben, en fait, c'est un truc, en tout cas sur Afrique, on l'a jamais fait. Sur France, je sais plus. Mais je sais que le dogme est en train de changer aussi là-dessus. Avant, c'est un truc qu'on faisait pas beaucoup. Ouais, non, c'est clair. Maintenant, c'est un truc que de plus en plus de médias commencent à faire. Et ouais, on n'est pas fermé. Ouais, non, je pense qu'il faut toujours être pragmatique. Il faut toujours être pragmatique. Exactement. Parlons un peu maintenant du positionnement éditorial. Ouais. C'est quoi les contenus que vous produisez sur Brut Afrique? C'est pareil que Brut, mais sur des histoires africaines. Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale un peu différente? Oui, il y a une ligne éditoriale qui est assumée, qui est liée et qui est la même au fond, entre guillemets, que celle de Brut Officiel. C'est-à-dire qu'il y a des piliers, en tout cas. C'est un média féministe, par exemple, ouais. parce que c'est une de nos valeurs fondamentales. C'est un média écolo. Ouais. Donc nous, on va pousser les sujets, dès qu'il y a des femmes fortes, féministes, etc., on fait du contenu là-dessus. Dès qu'il y a des solutions écolo sur le continent, même si c'est pas forcément les contenus qui cartonnent le plus, parfois on le fait parce que c'est dans notre ligne éditoriale. Et c'est important c'est important parce que parfois il y a des gens qui me disent mais puis l'écologie en Afrique, on s'en fout. Ouais. On s'en fout, c'est pas notre priorité. Je comprends pas pourquoi tu fais du contenu là-dessus. Il y a pas énormément de vues, etc. Pourquoi tu fais des contenus parfois sur des questions sur l'homosexualité, alors que c'est pas forcément la priorité sur notre continent, etc. Et souvent, je réponds que ouais, mais c'est dans notre ligne éditoriale parce que c'est des valeurs en quelles moi je crois et avec lesquelles je suis complètement en phase. Donc c'est des sujets qu'on va pousser. Ouais. Parallèlement à cet ADN. Après il y a d'autres trucs, hein, tu vois, par exemple le sport, etc. Ça c'est des trucs qui sont dans l'ADN brut originel. Après il y a des trucs très africains qu'on va faire aussi, ouais. Qui se font beaucoup moins en Afrique par exemple. Ça c'est un exemple que je prends souvent. On a une valeur qui est le droit d'aînesse par exemple, très très important, qui fait que parfois on a des sphères de la société qui se rencontrent pas. Et des jeunes qui ont du mal à parler aux autorités. C'est pas vraiment comme en France où il y a ce contact un peu direct. Donc nous, on s'est dit, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rencontrer par exemple des ministres et des rappeurs. Et boum. Et ça, c'est des trucs qui se faisaient pas. Ouais. Et on fait des talks. Voilà, typiquement. C'est un exemple que je prends souvent. Donc il y a des trucs très africains aussi qu'on va prendre comme ça. Et évidemment, après, tous les artistes africains, toute la scène culturelle africaine, etc., qu'on va effectivement mettre en avant. Relayer, voilà. Après, on a, pendant 2 ans, c'est vrai qu'il fallait faire connaître l'ADN brut. Mais dans notre stratégie... Tu définirais comment l'ADN brut, d'ailleurs? Pour moi, c'est un média générationnel. La cible, toujours. Des 15-35 ans. C'est un média générationnel. C'est un média générationnel qui a des valeurs dont je parlais. Celle que tu présentais. Voilà. Et qui est sans complexe. Brut. Pour moi.
qui est brute, et sans complexe. C'est-à-dire que, comme je disais, le rappeur, il peut parler avec le ministre pendant 20 minutes. Il n'y a pas de souci devant notre écran. On peut aussi parler de sexe, on peut parler de cuisine, on peut parler de foot, on peut parler, par exemple, on peut parler de cuisine sans que ce soit con. Sans que ce soit voilà, mais on le fait sans complexe aucun, quoi. Ok. Voilà. Sur les valeurs, je reviens, tu vois, tu parlais justement de l'homosexualité. C'est des sujets qui, justement, en Afrique, alors au-delà du fait que ça fasse peut-être moins d'audience, ils sont bien accueillis. T'as des retours de la communauté. Parce que tu vois, pour le coup, je trouve que c'est hyper bien. C'est des sujets hyper importants. Et alors nous, vu de France, tu te dis, bon, il y a des pays où peut-être les choses sont, enfin, pas peut-être, sont moins tolérants. Des fois, c'est dans la loi, etc. Vous prenez pas des retours de bâton là-dessus, des backlash parfois. En disant, mais brut, ou être flagué. Si, parfois, ouais. Parfois. C'est comme venant avec des valeurs occidentales, exactement. Si, on nous l'a beaucoup dit, mais c'est très marrant parce que l'un de nos hits, c'est une interview de 2 femmes qui s'aiment, comme on dit, de 2 femmes lesbiennes. Et ça a fait genre 4 millions ou 5 millions de vues. Mais pourtant, en bas, on avait, oui, vous voulez nous imposer ça, blablabla, blablabla. Ce que je comprends tout à fait, en tant qu'Africaine. Mais c'est un sujet clivant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, à la fois, trouvaient que le sujet est trop top et trop bien d'en parler, et d'autres qui violemment étaient contre et disaient je vais me désabonner, blablabla. Donc en fait, effectivement, on peut se dire oui, il y a une partie de la société qui veut pas parler de ce genre de sujet, qui est complètement qui veut pas en parler, mais en fait il y en a d'autres. Surtout dans notre génération, en fait. Ouais, mais bien sûr. Donc, du coup, nous, on prend le parti de parler à ces gens-là aussi, et aux autres aussi, par ricochet, au final. En tout cas, ils en parlent et ils font émerger le sujet, que ce soit pour ou contre. Et puis, après, moi, si eux se désabonnent, c'est peut-être pas très grave. C'est peut-être pas très grave. Et surtout, en fait, on a un média. On n'est pas là que pour parler des choses que les gens aiment. Non. Voilà. Tu reflètes aussi ce qui se passe dans la société. Exactement. Hein. Ouais. Et moi, parfois, produire des sujets qui vont énerver, je le sais que ça va énerver. Mais c'est pas grave, parce que pour moi, je suis peut-être un peu naïve, mais le média, c'est ça. C'est notre mission première, c'est de poser des questions qui dérangent, de faire des reportages que tout le monde n'aime pas. Mais ça fait partie du job, en fait. Ouais. Ça fait avancer la société. Et ça fait avancer la société. Ne serait-ce que parce qu'il y a débat. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous interdisez d'un point de vue édito ? Moi, non. Non ? Il n'y a pas eu de sujet Non. Après, il y a je respecte... Non, parce que je te disais, l'homosexualité, voilà. Oui, après, non, je sais pas. Non, j'ai pas... Il n'y a pas de sujet où je me dis, là, c'est tabou, interdit, tabou, on peut pas y aller. Non, si j'y vais pas, c'est que parfois sur des sujets, c'est parce que je me dis que ce sera... j'ai pas la capacité de le faire éditorialement, ou je serais pas satisfaite de la qualité du truc. Il faut aller investiguer, vraiment mettre des moyens, un truc... Tu peux pas faire un truc... Oui, exactement. Tu vois. Mais ce serait pas con. Je pense qu'il y aurait une place pour un Mediapart. Africain, il y aurait de la place, ça c'est sûr. Dans quel pays il irait s'installer, je ne sais pas. Non. Et dans quel pays il n'y aurait pas la place pour un Mediapart en plus? Dans exactement. Tous les pays. Mais non, il n'y a pas de tabou. On se dit ça, purée, non. Et sur les contenus, est-ce qu'il y a des... Comment tu fais alors avant, quand tu avais une page par pays, il y a des ponts entre les différents pays, ou comment tu flagues un contenu pour que ça intéresse tout le monde quelque part, tu vois, t'as dit un mot important, déjà t'as mis flag, c'est vrai qu'on le met partout. Tout le temps, dans tous nos posts, t'as un drapeau. Ouais. Alors, déjà, en début de... Donc là, au sens littéral. Au sens vraiment littéral. Mais parce que ça compte. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte que quand il y avait le drapeau, ça jouait sur les vues, par exemple. Donc ça, on fait très attention. Après, on fait très attention à avoir un certain équilibre. C'est-à-dire, comme je te disais, à avoir du contenu au moins un par jour ou un tous les 2 jours des gros pays dans lesquels on est bien identifié. Comme ça, tu prends en compte ta communauté existante et ensuite, on explore. Là, par exemple, j'avais envoyé un journaliste au Togo, là au Cameroun, ils sont revenus, donc ils sont en train de faire de plus en plus de sujets sur ces pays-là, et on éditorialise un tout petit peu le lancement de ces séries liées au pays à chaque fois, en disant, là, vous allez avoir plein de sujets au Congo, là, vous allez avoir plein de sujets Togo, on a préparé une série, on était dans le pays, on fait des stories pour dire, tiens, on est là, etc. Ouais, c'est pas mal, ça. Donc, on éditorialise, à chaque fois les lancements de sujets sur des pays qu'on connaissait pas avant.
Ouais, Voilà. ça c'est plutôt cool. Donc il y a des focus par pays selon vos déplacements, etc. Ouais, Et ouais. vous déplacez beaucoup? On se Vous déplace êtes beaucoup. combien, pardon, On se déplace entre beaucoup. les permanents? Vous faites appel à des pigistes? Il y a des Ouais. prods que vous achetez ou? Alors pour l'instant, en staff, à Paris, on est 8 journalistes uniquement. Et sur le continent, j'en ai 3 qui sont staff. Voilà. Mais après, c'est vrai que souvent je dis des chiffres, mais ça bouge assez rapidement. Ouais. Mais pour avoir des ordres de grandeur. Ouais, on est franchement, au total, l'équipe entière, on doit être une vingtaine. D'accord. Une petite vingtaine. Après, c'est ça dépend. Il y a des one-shots, par exemple, quand j'ai des petits trucs à faire au Congo ou quoi, il y a des gens qui ont des pigistes qu'on active, des semaines. Oui, vous avez du réseau. Voilà, des semaines où il y a des gens qui nous proposent des sujets. Donc on fonctionne à la fois sur du staff ici et à Abidjan et à Casablanca surtout, et à Dakar. Et ensuite le reste, c'est beaucoup de pigistes. Qui nous envoient parfois des sujets. Mais en prod, je l'ai pas beaucoup fait. Je suis en train de faire un premier essai là, à Abidjan, avec un concept que je vais complètement externaliser. Donc voilà. À voir ce que ça, à voir ce que ça donne. Exactement. Voilà. T'as des concurrents panafricains comme ça. Alors, je parle pas des Jeune Afrique, le Point Afrique, etc., qui pour moi sont vraiment quelque chose de totalement différent. Il y a des médias qui sont. Ouais, il y a des médias qui se lancent. Il y a quand même, surtout en partie anglophone. Hein. Oui, j'imagine. En Afrique anglophone, ça bouge bien. Mais même en Afrique francophone, on a pas mal de concurrence. Oui, pas mal de. Après. Je sais pas comment dire ça sans paraître, tu vois, méprisante ou quoi. Non. Mais parfois, c'est pas forcément des vrais médias. Mais c'est, voilà, t'as du contenu. Des amateurs plus, on va dire. Exactement, qui créent du contenu, qui le balancent, ça fait des vues. Et sur les plateformes. Et sur les plateformes, ça fait des vues, etc. Mais c'est pas hyper structuré, organisé. Quoi. Voilà, hyper. Mais t'as plein de médias qui tentent de se lancer et de faire ce genre de contenu, ouais. Mais je sais que ça va venir, hein. Bah, il y a pas de doute. Enfin, je vois le succès de ce que vous faites, etc. Il y a pas de raison. Vous pourriez aller sur l'Afrique anglophone. Ouais. Trouver une deuxième habit. Ouais, complètement. Je pense que, et c'est ce qui est bien avec ce média, c'est que, en fait, comme je disais tout à l'heure, il crée des verticales, on essaye, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et franchement, demain, on pourrait faire un Brut Africa anglophone, un Brut Africa arabique. Ça, c'est des choses il y a une demande, hein. On a lancé quelques ballons comme ça, en traduisant des contenus en anglais, pour targeter un peu le Nigeria et le Ghana, et on a vu que ça marchait bien. Ça marchait bien. Donc en fait, avec un peu de focus et quelqu'un dédié là-dessus. Donc après, c'est monétisé. Tu peux nous en dire un peu plus justement sur comment vous allez chercher. Donc là, des annonceurs, c'est des annonceurs aussi plutôt panafricains, des téléphonies, tu sais, du Orange, on peut en citer plein d'autres, etc. Qui va les chercher? C'est la régie brute? Est-ce que vous avez une équipe? Est-ce que c'est d'autres? C'est pas les mêmes réseaux, je veux dire, c'est pas des gens qui sont forcément à Paris, c'est des gens qui peuvent être en Afrique. Comment vous allez chercher le business? Bah alors, on a une personne, deux même, qui sont dédiés à temps plein à ça, nos commerciaux, qui eux connaissent bien l'Afrique. Donc du coup, il y a plusieurs flux. Il y a un flux originel, entre guillemets, des gens qui savaient que Brut Afrique allait se lancer, typiquement Orange. Voilà. Oui, et qui eux ont des logiques un peu presque mondiales, donc quelque part, et qui ils sont au courant, ils connaissent Brut, ils ont des intérêts là-bas, ça paraît naturel. Ça paraît naturel d'y aller. Donc il y a des acteurs comme ça. Ensuite, il y a évidemment des acteurs qui ne connaissent pas, surtout dans des pays où le français est pas forcément la première langue. Donc on a des commerciaux qui chassent. Voilà, typiquement, comme dans les autres médias, aller voir comment on peut avoir le plus de partenaires. Moi, je connais bien aussi, donc j'ai mon réseau perso. On a chacun ses petits réseaux, et c'est tout ça qui s'agrège, en fait. Ouais. C'est tout ça qui s'agrège. Là, par exemple, on sait que c'est la fin de l'année, qu'il va y avoir plein de trucs à gérer, mais non, ça s'agrège. Et puis là, dans pas très longtemps, par exemple en fin octobre, on va organiser un petit after work à Abidjan pour expliquer un peu notre fonctionnement, parce qu'on a pas mal de gens qui nous connaissent, mais qui savent pas forcément comment bosser avec nous. Ouais, j'imagine. Donc sachant c'est bien que nous, d'aller à leur rencontre. Exactement.
On n'a pas fait de Et t'invites qui dans un afterwork comme ça, pardon, des startups. Des startups. Des startups, beaucoup, parce qu'on a pas mal de demandes de startups qui nous disent, ouais, on a besoin de communiquer, etc., mais on sait pas comment faire et concrètement, tout. Concrètement, comment, voilà. Donc, on a des startups, des représentants de marques, des influenceurs. Et donc là, tu vas, tu mouilles le maillot, t'es impliqué dans le business. Là, j'y vais en octobre. D'accord. Voilà, fin octobre. Bah, on est déjà en octobre, mais. Ouais, c'est donc dans un petit mois. Dans un petit mois. Je voulais juste faire un petit focus sur TikTok parce que j'ai vu que vous cartonniez vraiment sur ça TikTok à bien marcher, particulièrement. Tu fais des contenus spécifiques là-dessus. Est-ce que c'est une surprise que ça marche bien comme ça sur TikTok? Non, c'est pas une surprise. On a d'ailleurs, ça pourrait mieux marcher. Ça, c'est mon côté toujours perfectionniste. Toujours plus. Toujours plus. Mais non, on n'est pas surpris du tout parce que TikTok en Afrique, c'est phénoménal. Il y a une plus que dans d'autres pays. Tu dois échanger chez Brut en interne, mais non, ça marche bien. Ça marche bien, et surtout j'ai vu que c'est parti beaucoup plus vite que Snap. D'accord. Un rattrapage beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. Moi j'ai vu, mais je le vois parce que les gens que je connais, à la fois ici et là-bas, même avec des profils, voilà, les mamans, les tontons, etc. Ouais, ceux qui devraient être les derniers à adopter. Exactement. Ils sont sur TikTok. Ils sont sur TikTok. Et ça, je me suis dit, mais purée, mais en fait, c'est pas possible. Il y a une pénétration de TikTok qui est folle. D'accord. Donc du coup, pour l'instant, c'est vrai que on va mettre plus de moyens sur TikTok humainement, parce que quand même, c'est pas vraiment le même type de contenu qui fonctionne sur ce. Donc après, ça, il y a des questions de logistique et de process, parce que pour l'instant, ce qu'on faisait sur Facebook marchait bien sur Insta et vice versa. Maintenant, il faut toujours penser inclure TikTok dedans. Donc TikTok, par contre. Le cours, c'est vrai que ça, il faut c'est un challenge, percutant. Ouais. Le début de vidéo doit être différent. Donc, c'est pour ça qu'il y a, par exemple, quand on va chez Brut Officiel, il y a une rédac dédiée. Ouais. Voilà. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a besoin d'un peu de contenu adapté. Complètement, il faut adapter. Il faut adapter. Mais non, je suis bien contente parce que TikTok, ça marche vachement bien. Et en fait, parfois, on sait même pas pourquoi. Parce que parfois, il y a des fois les mystères de l'algorithme de Exactement. TikTok, hein. Parfois, tu as des vidéos qui font 1 million et d'autres sur lesquelles tu comptes vachement. Mais qui font pas de vues. Je te rassure, je crois vraiment que c'est un peu pareil pour tous les médias. Ouais. C'est très, très dur d'anticiper le succès d'une Très, très vidéo. Bizarre. Très, très bizarre. Parfois, c'est le titre. Parfois, c'est... Tu sais pas. Ça va être le sujet, oui. Ouais. Une personne qui dans l'algorithme qui reprend. Exactement. Qui like. C'est très aléatoire. Vous avez déjà fait des lives? Vous avez tenté des lives? Sur TikTok? Ou sur les autres plateformes, même globalement, la notion de live, est-ce que... On n'en a pas beaucoup fait, même si on en a fait 2-3. Tu vois, là, par exemple, lors du séisme au Maroc, là, on en a fait 1 ou 2 sur TikTok, notamment pour essayer. On fait des lives qu'on reprend d'agence parfois, quand c'est des confs d'après-match, quand c'est par exemple des conférences de presse de personnalités, etc. On en fait, mais on fait pas trop de live incarnés comme à la Rémi Buzine sur Brut, etc. C'est des trucs qu'on n'a pas encore fait, non. Ok, ça va. Encore dans le champ des trucs à explorer. Exactement. Moi, je pense que tu as déjà pas mal de boulot. Une question que je t'ai pas posée, je sais pas à quel point tu as accès à de la data qui te permet un peu pas d'influencer, mais en tout cas de diriger ton pilotage éditorial. Ça, c'est un accès constant. Constant. Ouais. On a des gens il y a un pôle data assez important chez Brut qui nous envoie des rapports tous les mois. Ouais. Sur le nombre de vues, l'état de l'audience, à qui on peut aussi demander, par exemple, est-ce que ce type de thématique ça c'est intéressant, pourrait plus marcher etc. Exactement. C'est pour ça quand je disais tout à l'heure l'écologie, ça marche pas trop, etc. C'est parce que parce que j'ai les datas qui montrent que très souvent ça marche pas très bien. Ouais. Mais c'est pas grave. On les fait quand même. Mais on a effectivement, on a de la data tout le temps. Ouais. C'est primordial, primordial. Et tu bosses beaucoup justement avec Brut Officiel. Est-ce que vous êtes une rédaction dans un coin, alors qu'il soit très beau, vous avez des super bureaux, tu me disais, mais où est-ce qu'il y a des moments où vous vous réunissez entre rédacteurs en chef, vous partagez, c'est quoi un peu le mood sur ces verticales? En fait, on a un gros plateau ou un gros open space où effectivement nos rédactions sont dans le même endroit. C'est le même bâtiment, le même espace, etc. On fonctionne, c'est beaucoup de vases communicants, c'est-à-dire que Brut Officiel fait parfois du contenu que nous on reprend.
Nous, on fait du contenu que Brut Officiel reprend aussi. Pareil pour Brut America, Brut Inde, on fait des traductions. Et comment comment tu vois qu'un contenu va t'intéresser? Tu regardes en permanence ce qui est fait? Est-ce que c'est dans le CMS, tu as des trucs qui te suggèrent par de la data? Est-ce que tu as quelqu'un qui est en charge spécifiquement de la circulation des contenus et dont le métier serait de dire ça peut intéresser telle verticale, etc. Comment ça se passe? On a effectivement, on regarde constamment ce qu'ils font. Donc tous les matins, par exemple. Toi, tu vois tout ce que Brut produit, toutes les verticales. Non, globalement, non, c'est trop. Ouais, c'est trop. Ouais. Mais le matin, par exemple, je sais ce qu'ils vont monter parce qu'on envoie des programmes de montage de vidéos. Donc, par exemple, je sais, eux, ils savent ce que nous, on va monter. Nous, on sait ce qu'ils vont monter. Ensuite, on a, par exemple, des fonctions qui sont un peu transversales, genre la documentation, qui fait les recherches d'images, etc., qui nous disent parfois, quand on a fini nos conférences de rédaction, chacun fait ses conférences de rédaction le matin, ah ben tiens, Brut France, ils vont bosser sur ça. Ah, ils vont bosser sur ça. Ah bah pas la peine, parfois, quand on est 2 ou 3 à vouloir faire le même sujet, c'est pas la peine, quoi. Par exemple, la reine Elisabeth, le séisme, ou la reine Elisabeth est morte, pardon. On va pas faire 3 sujets, voilà. Donc on mutualise et on sait. Donc la documentation va nous le dire. Le Red Chef, par exemple. C'est à plusieurs étapes, quoi. Il y a un peu d'intelligence à chaque étape pour dire attention, un tel, ou allez voir un tel, il est en train de bosser dessus. Parfois, le rédacteur en chef France me dit ah bah tiens, nous on va bosser sur ça, peut-être que ça va t'intéresser, tu pourras le reprendre. Plus tard qu'hier, voilà, on a fait une vidéo sur une chanteuse malienne qui voulait reprendre, et donc ils viennent nous voir, ils nous disent ah bah tiens, ça on aimerait bien le reprendre, mais on va couper ça, etc. Donc en fait, il y a une communication qui est quand même permanente, honnêtement. Ouais. Surtout entre les rédactions Amérique, France et France-Afrique. Et France-Afrique qui sont dans les mêmes locaux. Ouais. Donc on se parle beaucoup. Et quand j'ai besoin de contenu, qu'il y a des contenus qui sont créés en Inde que j'aime bien aussi, j'ai écrit à la Red Chef pour lui dire est-ce que je peux prendre ça, etc. Elle est pas à Paris? Non, elle est en Inde. Voilà. Donc du coup, non, on se parle beaucoup, hein. Ouais, mais c'est la clé, hein, c'est pour la clé. Non, ça circule les contenus. On se parle beaucoup. Top. Si on se projette un petit peu, c'est quoi les futurs formats, futurs projets sur lesquels tu mises pour développer Brut Afrique? Là, on entre dans un tunnel de pas mal de choses parce que il y a plein d'élections qui arrivent en Afrique. Donc, Cannes. Et la Cannes. Donc il va falloir t'as un tunnel d'édito là. En fait, ouais, j'ai un tunnel d'édito. Il y a des élections au Congo, au Sénégal, et après il y a la Cannes, voilà. Donc jusqu'à février-mars, on est dans un bon tunnel. Ouais. Donc on a prouvé que sur des rendez-vous aussi importants, on est aussi crédible, même si on n'a pas un problème de crédibilité, mais qu'on peut bien couvrir ces choses-là, c'est top. Après, on a énormément d'événements, de gens qui nous demandent d'être partenaires aujourd'hui. Ah oui. Voilà, on en reçoit énormément parce qu'il se passe énormément de choses sur le continent. Donc on va essayer aussi de choisir qui on accompagne, etc. Avoir un bon calendrier éditorial là-dessus, mais c'est important pour nous, par exemple, ne serait-ce que pour les producteurs de contenu, les créateurs de contenu, ceux qui sont à l'avant-garde, etc., de pouvoir être là, accompagner ces producteurs de contenu tout au long de notre aventure. Et ensuite, effectivement, c'est la conquête de nouveaux territoires. Ça, c'est ça. Qui passe par quoi, pardon, conquête de nouveaux territoires? C'est plus de contenu spécifique ou non, en audience, en audience. Être plus fort sur certains bassins, territoires, etc. C'est exactement ça. C'est être plus fort sur de plus en plus de pays. Ouais. Renforcer notre... même si là, on commence vraiment à être connu, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, au début, il y a, par exemple, c'est des mentalités qui sont un peu difficiles à changer sur par exemple, les dirigeants, les ministres, etc., qui au début disent, bon, ça c'est le média des jeunes, etc. Ouais, ça, je ne m'intéresse pas. Voilà. Mais je pense que l'accueil a été le même en France au début aussi. Ouais, il faut gagner un peu sa place, sa crédibilité. Exactement. On parlait un peu d'effet boule de neige, tu vois, sur le podcast. Je pense que c'est pareil. Au bout d'un moment, t'es installé, si t'as un premier ministre qui vient, puis après, bon, c'est... Faut qu'il y a des petits coups éditoriaux comme ça. Ouais. Qu'il faut qu'on commence à faire au bout de 2 ans, quoi. Voilà. Là, on est bien installé en termes de process. On a une manière de bosser. On a trouvé les gens avec qui on travaillait. Donc vous avez digéré le passage des pages pays à Brut Afrique, ça s'est fait. Donc maintenant, c'est phase un peu décollage éditorialement avec des coups éditoriaux, avec des concepts plus africains aussi. Ouais. Pour vraiment se décoller de Brut France, faire nos propres concepts à nous.
accompagner nos propres créateurs digitaux de contenu, etc. Donc voilà, là c'est vraiment une phase d'envol un peu. Bon, top. Écoute, on suivra cet envol avec intérêt. Dernière question, un peu gimmick de Mediarama. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager? Est-ce que tu as vu dans tes voyages, que ce soit livre, expo, une start-up ou un média peut-être qui a attiré ton attention? Alors... Je l'ai pas réfléchi à ça. T'as pas réfléchi à ça, c'est pas grave. Est-ce que t'as un bouquin, un film? J'essaie de te donner des exemples. Ou allez, peut-être un sujet que vous avez traité récemment, qui vraiment te dit, là, je suis bien dans Brut Afrique et ça a du sens ce qu'on fait. Je vais faire un peu de pub. Allez. Je vais faire un peu de pub parce qu'en novembre, il y a un gros rendez-vous des créateurs de contenu africains. Organisé par qui? Organisé par Totem Experience et Alicom, ça s'appelle. Il va y avoir plein d'influenceurs africains qui vont venir à Paris. Et pour la première fois, on va être partenaire. Et pour moi, c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien parce que ce genre d'initiative où on va être dans la même pièce, où il va y avoir que des créateurs africains qui vont parler de tout ce qui crée, de comment ce qui marche, les tendances, les signaux faibles, des datas, de pourquoi notre continent il est trop cool en fait, et pourquoi on n'est même pas dans la phase de changer l'image du continent, parce que c'est un truc que j'entends souvent et qui m'énerve à chaque fois, parce que pour moi aujourd'hui, si quelqu'un pense que le continent a une mauvaise image, c'est qu'il regarde pas ce qui se passe. Voilà, pour moi en tout cas. Il a des œillères. Ouais, il a des œillères. L'image a changé déjà. On est dans la phase d'après. On est dans la phase d'après. Tu parles d'une ébullition de tout ce qui se passe. On est dans la phase d'après. Il y a des gens qui, aujourd'hui, quand tu regardes Netflix, il y a des onglets africains où il y a plein de films qui sont faits en Afrique. Quand tu regardes Amazon Prime, c'est pareil. Les jeux vidéo, voilà. Donc, il va y avoir une concentration de tous ces gens-là. Il y a Création Africa qui va se passer à Paris. Donc, pour moi, même s'il y avait une raison pour la création de Brut Afrique, c'est ça en fait, c'est l'accompagnement de tous ces gens, de tous ces créateurs de contenu qui, plus que les politiques, etc., font énormément pour le continent. Ouais. Et je suis très fière d'être partenaire de cet événement qui va se passer et qui va être trop top. Ouais. Et on sera là pour mettre en avant les gens, pour mettre en avant leurs idées. Ouais. En termes de contenu, ça va être top. Ça va être top. Il va y avoir des gens du Nigeria. Tu peux rappeler le nom de l'événement? Ça s'appelle les Adicom Days et ça va avoir lieu le 10 novembre en France. Bon, voilà. Écoute, ça a l'air cool. On verra s'il y a des retours, mais les Adicom Days 2023. Exactement. Écoute, merci beaucoup, Abi. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Bravo pour Brut Afrique. Alors, c'est encore tout jeune, bravo. Il reste encore beaucoup de travail. Surtout bon courage pour tout ça. On suivra ça et merci de nous avoir consacré un peu de temps. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.